Bienvenue chers téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision rwandaise. C'est le moment de suivre la grande édition en langue française dont la présentation est assurée par moi, Edis Abiti. Tout de suite, voici les titres avec le dernier jour de la conférence mondiale sur le développement de la téléphonie mobile. Les travaux de ce jeudi se sont surtout focalisés sur le développement des réseaux sociaux. Et puis, ouverture des 19e journées francophones d'allergologie. Les médecins spécialistes de l'allergie préviennent que d'ici 2050, la moitié de la population mondiale sera allergique si rien n'y est fait. Encore une fois, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre au dernier jour de la conférence mondiale sur le développement de la téléphonie mobile. Les travaux de ce jeudi se sont focalisés sur le développement des réseaux sociaux et sur comment les exploiter avec efficacité pour l'intérêt du continent africain. Les détails ici, c'est avec notre confrère Kassim Youssouf. Les intervenants dans ces travaux ont surtout fait observer que les réseaux sociaux sont actuellement parmi les éléments de base nécessaires dans le partage d'informations entre différents secteurs, notamment dans le secteur privé, dans l'éducation et dans les instances administratives des pays. Certains responsables des sociétés de technologie en Afrique ont souligné le rôle que les réseaux sociaux peuvent jouer dans le développement du continent et leur contribution dans la création d'emplois. Il a été souligné que tout cela ne pourrait pas être réalisé sans la volonté totale des gouvernements des pays, surtout dans la mise en place des infrastructures de technologie et accorder des facilités aux investisseurs dans ce secteur. La veille du dernier jour des travaux du Congrès mondial sur le développement de la téléphonie mobile, les experts dans le domaine de la technologie et de la communication ont notamment fait savoir que l'Afrique doit tout faire pour que sa population ait accès à la connectivité Internet pour s'intégrer dans la transformation numérique qui s'accélère dans le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup d'écarts en matière d'infrastructures et dans les villes de certains pays africains. On trouve normalement que des investisseurs dans des activités technologiques et l'Internet se concentrent surtout dans les villes. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ces parties que nous disons urbaines, nous y trouvons également un écart qui ne devrait pas être là en ce qui concerne la distribution de l'Internet. Je pense que nous avons encore sur le continent africain beaucoup à faire dans la distribution de l'Internet parce qu'on trouve surtout que la plupart des pays de ce continent se servent encore de l'Internet de la deuxième ou la troisième génération. Je trouve qu'il faut également créer des innovations dans l'activité de distribution de l'Internet. Un accent a été mis sur le rôle prépondérant des gouvernements pour briser la fracture numérique accentuée entre autres par l'insuffisance des infrastructures numériques sur le continent africain. Outre la précarité des infrastructures, les participants ont souligné la cherté de ces infrastructures qui fait que la population de conditions modestes reste déconnectée. Le directeur général de la société tanzanienne de télécommunications, Philippe Bessimire, a laissé entendre que le continent africain doit bien comprendre le rôle que doivent jouer les services numériques dans le développement intégral du continent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de défis observés sur notre marché de l'Internet, notamment sur un rapport avec des infrastructures, comme ça a été souligné, l'électricité et les prix excessivement élevés du matériel de technologie comme étant l'un des problèmes préoccupants. J'espère qu'il y a dans cette salle certaines personnes qui sont dans les organes de prise de décision dans leur pays.
Nous leur demandons qu'ils puissent également accorder des opportunités basées sur les décisions qu'ils prennent pour qu'ils nous aident à éliminer ces contraintes et nous demandons ensuite qu'il y ait une collaboration de tous les organes et surtout qu'aucun organe ne peut à lui seul trouver de solution à ces défis. Et à lui d'ajouter que l'accélération de la connectivité permettrait aux pays africains de réaliser la vision africaine, de faire en sorte que plus de 628 millions d'Africains jouissent des services des portables d'ici 2028. Passons à autre chose à présent pour parler agriculture avec les agriculteurs sur le territoire national qui vont dès l'année prochaine bénéficier d'une formation sur la technique de la bonne conservation de la production agricole dans le but d'éviter d'incessantes pertes, surtout des pertes qui aujourd'hui sont comptabilisées à environ 40% de la production de fruits et légumes qui se détériorent pendant la récolte. Le transport et le stockage sont aujourd'hui un problème, surtout un casse-tête pour les agriculteurs. Kassim Youssouf nous en dit plus. Les fruits et légumes sont parmi les cultures qui se détériorent souvent depuis qu'ils sont cultivés jusqu'à la récolte. Et à cela s'ajoute qu'il s'agit des cultures qui ne se conservaient pas pendant longtemps, surtout pour des agriculteurs ou vendeurs qui n'ont pas de chambre froide. Les observateurs avisés dans le secteur agricole indiquent que tous ceux qui sont en relation avec la chaîne de valeur de la production agricole devraient bénéficier d'une formation sur la bonne manière de sa conservation, surtout la production des fruits et légumes, parce qu'environ 40% est détérioré avant d'atteindre le marché. Le Rwanda a été choisi pour abriter le centre d'excellence africain pour le refroidissement durable et la chaîne du froid, centre dont le siège sera installé à la station de l'Office rwandais de développement de l'agriculture RAB à Rubirizi, dans la ville de Kigali, mais sera mis à proximité de la population d'un peu partout sur le territoire national. Certains agriculteurs que ce centre va appuyer suivent actuellement une formation sur cette chaîne de valeur. Le professeur Toby Peters, expert dans l'économie fondée sur la congélation de la production agricole et enseignant à l'université de Birmingham en Grande-Bretagne, indique que les bénéfices qu'on trouve dans ce centre ne sont pas seulement pour les Rwandais, même si c'est au Rwanda qu'il est installé. La ministre de l'Environnement, le docteur Mujawamariya Maria Jeanne d'Arc, indique que cette chaîne de valeur de la production agricole en particulier est bénéfique pour la préservation de l'environnement et va aider pour prévenir que dans l'avenir, la chaleur au monde augmente davantage. Le gouvernement britannique a accordé une aide de 25 millions de dollars, soit plus de 25 milliards de francs rwandais, qui aideront dans différentes activités permettant que ce centre puisse atteindre son objectif. Et puis parlons santé à présent, avec l'ouverture des 19e journées francophones d'allergologie. Les médecins spécialistes de l'allergologie préviennent aujourd'hui que d'ici 2050, la moitié de la population mondiale sera allergique. Si cela n'est pas, en tout cas, pris en charge par les responsables en charge. C'est en tout cas un cri d'alarme que ces derniers lancent alors qu'ils se réunissent à Kigali, au Rwanda. Jean Damascène Manishimwe nous en dit plus. Réunis à Kigali pendant 2 jours, ces experts se penchent sur les dernières avancées et tendances émergentes en allergologie afin d'approfondir leur compréhension et engagement dans ce domaine. Ils doivent aussi échanger sur les sujets liés à l'allergologie. La présidente de la Fédération anafocale internationale qui regroupe 20 associations francophones de formation médicale continue indique que l'allergie est un problème si préoccupant
au monde entier. Les maladies allergiques, en fait, c'est un véritable problème de santé publique parce que en 2050, la moitié de la population va être allergique. Donc ça implique qu'il y a une grande prise en compte de nos ministères par rapport en fait à cette gestion de l'allergie. L'allergie, en fait, il n'y a pas on ne peut pas parler de légère allergie parce que ça veut dire qu'il y a quand même une allergie qui est là. Alors on peut avoir des petites allergies, un peu d'eczéma de contact allergique qui mettent pas forcément la vie en jeu, mais on peut avoir des allergies alimentaires, des allergies à des médicaments, on peut avoir l'asthme allergique où là vraiment la vie peut être en jeu si on ne prend pas bien ça en charge. Le docteur Jean Chrysostome Kagimbana de l'hôpital militaire du Rwanda indique que le Rwanda n'est pas épargné par ce problème de santé et rassure que les organes sanitaires du pays sont mobilisés pour faire face à ces maladies. En fait, la prévention vient d'abord il faut d'abord que les gens sachent si c'est allergie ou pas. Et puis deuxièmement, il faut que les gens sachent, notre population, qu'il y a maintenant des services d'allergologie qui existent et qui n'existaient pas auparavant. Donc maintenant à l'hôpital militaire, actuellement où je travaille, on a installé une unité d'allergologie qui traite des allergies de tous les organes. Donc que ce soit la peau, les yeux, le poumon, l'asthme, ou même quand on a des allergies aux médicaments. Donc ce qu'il faut que les gens sachent, c'est que c'est une maladie qu'on peut diagnostiquer et qu'on peut prendre en charge. Même si l'allergie est une préoccupation sanitaire mondiale, les mesures préventives existent et doivent être tenues en considération. Et la première recommandation, c'est de protéger tout ce qui est épithélium. Donc, c'est-à-dire d'éviter de décaper la peau avec des savons trop décapants, d'éviter de mettre des produits alimentaires sur la peau des enfants à un âge très jeune, d'éviter le lait de vache avant l'âge de quelques mois, donner aux enfants le lait maternel jusqu'à l'âge de 4 à 6 mois. Ce sont les majeures recommandations en plus d'éviter la pollution intérieure. Donc éviter tout ce qui est tabac, éviter tout ce qui est poussière dans les maisons. Il est possible de prévenir, en tout cas en tant que dermatologue, je constate que la majorité des patients que j'ai avec des eczémas, des allergies au niveau cutané, sont des enfants dont les parents ont utilisé des savons décapants, donc des savons qui dessèchent la peau. Et il a été démontré aussi que quand on met des émollients, donc on met des crèmes sur le corps à un âge très tôt, les enfants développent moins d'allergies. Surtout des fruits à coque. Donc les arachides peuvent causer ça, les œufs peuvent causer les allergies, le poisson. Mais on dit également que très peu d'enfants font des allergies. Il n'y a que 3% d'enfants qui font des allergies au lait de vache. Donc dans la culture rwandaise, on a tendance à croire que les allergies sont liées au lait de vache, mais il n'y a que 3% des cas où ça peut être arrivé. Donc il faut éviter de retirer le lait chez les enfants dans l'alimentation. La prévention se fait vraiment à plusieurs niveaux. Il y a une prévention au niveau général, environnemental, en essayant de limiter la pollution, d'agir sur ce réchauffement climatique. On a toute une prévention sur notre hygiène de vie aussi, avec une bonne alimentation. Et puis, il y a de la prévention sur notre manière d'être. Et puis, malheureusement, en fait, l'allergie peut malgré tout arriver et ça, on ne peut pas prévenir forcément. Donc avec tout ce dont je viens de vous parler. Et il y a la prévention secondaire où il y a beaucoup d'apprentissage et d'éducation et d'accompagnement, autant chez les parents que chez les adultes, pour vraiment bien éviter que les allergies s'aggravent. Alors une fois qu'on est allergique, on peut proposer des désensibilisations. Alors tout dépend de quel type d'allergie on a, mais par exemple une allergie aux acariens, on peut proposer une désensibilisation et donc là on peut réussir à supprimer l'allergie. En revanche, quand par exemple on a une allergie à un médicament, là pour le coup la désensibilisation ne peut pas avoir lieu. Ce congrès de Kigali connaît la participation des experts venus de 24 pays francophones. C'est le premier du genre à être organisé depuis la pandémie de Covid-19. Merci beaucoup à Jean Damascène Manishimwe de la santé. On passe à la justice à présent avec
notamment en Belgique, où se poursuit le procès sur l'affaire Séraphin Twahirwa et Pierre Bassabo-Sey. Ces derniers, donc c'est un procès qui se poursuit à la cour d'assises de Bruxelles, où ces derniers comparaissent pour génocide commis contre les Tutsis au Rwanda en 1994. La présidente de la Cour a publiquement lu ce mercredi les dépositions des témoins de l'accusation auditionnés à Kigali en 2006 et 2015. De ces témoignages, il ressort que Séraphin Twahirwa figurait parmi les miliciens Interahamwe de renom. Depuis Paris, plutôt, nous sommes rejoints par Maître Richard Di Sagara. Il est avocat à Pontoise en France. Maître, bon après-midi depuis Paris. Oui, bon après-midi. Merci pour votre invitation. Voilà, c'est vrai, le procès, l'affaire, ça se passe en Belgique, mais c'est avec beaucoup d'intérêt que vous suivez ces dossiers, notamment en rapport avec le génocide perpétré contre les Tutsis. Déjà, Maître, pour notre audience, que représente ce procès? Tout d'abord, ces deux messieurs, pour peut-être les placer par rapport au temps et dans l'espace. Oui, merci beaucoup. C'est un procès très important, également, comme tous les procès du génocide, évidemment. Et celui-ci concerne deux personnes qui sont des figures tristement célèbres au Rwanda. Donc, il s'agit de Séraphin Twahirwa et de Pierre Bassabo-Sey, qui sont des personnes assez âgées, parce que Séraphin Twahirwa a 65 ans et Pierre Bassabo-Sey a 76 ans. Et tous les deux considérés comme des proches de l'épouse de l'ancien président Habyarimana, et qui est également mis en examen ici, et qui est aussi poursuivi ici en France pour son rôle présumé dans le génocide. Ces deux personnes sont en tout cas soupçonnées d'avoir joué un rôle très important, notamment là où ils étaient à Gikondo, et notamment Séraphin Twahirwa, qui y est supposé avoir été le président des Interahamwe du quartier de Karambo, qui est tristement célèbre. Et d'ailleurs, il a été interrogé par le président sur son surnom président. Le président du tribunal, en fait, lui a demandé si le surnom président ne voulait pas dire qu'il était le président des Interahamwe. Lui, il a rétorqué que c'était parce qu'il était un très bon basketteur. Donc voilà, en tout cas, c'est un procès très important avec des personnes qui sont poursuivies pour des faits graves. Et le quartier où ils étaient à Gikondo, c'était un quartier quand même où il y a eu beaucoup de victimes. Et donc, c'est un procès qui est aussi important que les autres que la Belgique a eu à connaître. Mais quand même, c'est la particularité de la réputation, triste réputation de ces deux personnes. Donc, voilà. Maître, c'est vrai, il s'agit de personnes, on parlait d'un procès important, mais également... Maître, on se dit, on peut lire déjà que les accusations et les témoignages ont été recueillis en 2006, en 2015. Comment comprendre que c'est seulement aujourd'hui, en 2023, qu'a lieu ce procès, Maître? Malheureusement, c'est le sempiternel problème que tous les procès de génocide ont à connaître. En fait, l'instruction, c'est-à-dire les enquêtes, durent très longtemps. Donc, les dossiers ont été ouverts il y a très longtemps. Les témoins ont été auditionnés tout au long des enquêtes qui ont duré plusieurs années. Et aujourd'hui, quand le procès se présente, il faut évidemment parler de tous les témoignages qui ont eu lieu. On va citer les auditions qui ont eu lieu, mais ces témoins peuvent encore être auditionnés par la Cour elle-même. Donc, malheureusement, les procès durent trop longtemps en tout cas au goût de nous, les parties civiles, les avocats des parties civiles. On devrait, comme nous le demandons souvent, on devrait essayer de faire en sorte que l'instruction soit raccourcie et que les procès aient lieu dans un temps raisonnable. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas et on aura toujours ces difficultés donc d'avoir des témoignages qui datent de très longtemps. Mais voilà, c'est un souci qui se
pour lequel je ne vois pas de solution. La seule solution serait que l'instruction se passe vite et que les procès puissent être organisés rapidement. Justement, que le procès soit organisé rapidement. Est-ce qu'on peut dire, par exemple, la Belgique n'est pas son premier procès en rapport avec le génocide des Tutsis au Rwanda? Est-ce qu'on peut espérer que la connaissance des dossiers et surtout que la Belgique ne soit pas étrangère aux dossiers en rapport avec le génocide? On peut penser par exemple que si peut-être l'instruction a pris longtemps, on peut penser que le procès lui-même ne puisse pas traîner de pied. On peut espérer que dès que les choses se mettent en place, le procès devrait peut-être avancer sans beaucoup d'embûches. Oui, je l'espère parce que, comme vous le savez, la Belgique est la pionnière, est le pays pionnier en matière de jugement pour le génocide commis contre le Tutsi. C'est le 6e procès qu'ils vont tenir. Vous savez que le dernier procès, qui était aussi un procès important de Neretse, qui a eu lieu en 2019, cette personne a été reconnue coupable et condamnée à 25 ans d'emprisonnement. Donc, compte tenu de l'expérience de la Belgique, la justice belge connaît déjà le génocide commis contre les Tutsis. Ils ont assez d'éléments à leur disposition. Il y a une jurisprudence assez fournie. Et donc, moi, je suis assez confiant. Je pense que le procès va se dérouler évidemment très bien. En tout cas, je l'espère. Et je compte sur mes confrères qui sont les avocats des parties civiles en Belgique et sur le ministère public de faire le nécessaire pour que ces personnes ne puissent pas échapper à la justice. Vous savez qu'il y a quand même une inquiétude en ce qui concerne Pierre Bassabossé. Vous savez que lui ne comparait pas puisqu'il a été hospitalisé 2 jours avant l'audience et que ses avocats soutiennent qu'il souffre de dégénérescence mentale. Pour eux, ils auraient aimé que cette personne, la procédure s'arrête là parce que leur client est malade, ce qui a été refusé par le juge. Et le juge a fait l'objet d'une requête en récusation qui a été déposée par les avocats de Pierre Bassabossé. Donc ça, c'est quand même un climat assez lourd dans ce procès-là, mais en tout cas, j'ai espoir et je compte sur mes confrères qui sont les avocats des parties civiles et aussi sur les diligences du parquet pour que le procès puisse aller jusqu'à son terme et que la justice soit rendue aux victimes commis contre les Tutsis, aux victimes du génocide commis contre les Tutsis. En tout cas, merci beaucoup pour cet éclairage, maître. Je rappelle que vous êtes maître Richard Disagara, avocat à Pontoise à Paris, en France. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Je vous remercie pour votre invitation. Bonne journée à vous. Voilà. Retour ici au pays pour parler à présent éducation avec les personnes qui ont bénéficié du soutien de la Fondation Imbuto, notamment au niveau des écoles professionnelles. Celle-ci remercie cette organisation pour le soutien apporté et qui leur a permis de progresser dans la société. Les détails, c'est avec Nilidandi. Patrick. TSS Nyamata est une école professionnelle qui a bénéficié de l'appui de la Fondation Imbuto à travers un financement de l'ambassade de Chine au Rwanda. Les étudiants formés sur place ont pu mettre en pratique les connaissances pratiques apprises dans le domaine de la mécanique. Nous suivons plusieurs cours, notamment comment percer des métaux ou les sectionner en utilisant une ponceuse. Je suis parvenu, moi, une fille, à l'utiliser sans problème, et pourtant, on me disait que c'était très difficile. Les étudiants indiquent que les techniques apprises au sein de l'établissement leur permettront de concourir à la compétitivité du pays en matière de construction des bâtiments et ainsi participer au développement du pays. Ils indiquent avoir la certitude que les métiers qu'ils auront après la formation seront des catalyseurs du développement du pays. Avec cette formation, nous pouvons participer à la construction des infrastructures, des écoles, des hôpitaux et bien d'autres. La Fondation Imbuto, qui soutient ses élèves, et l'établissement à travers le soutien de l'ambassade de Chine au Rwanda, a permis à ces jeunes de retrouver confiance en eux-mêmes.
C'est le cas de Théophile qui a bénéficié de ce soutien. Ils ont payé mes études secondaires pendant 5 ans et j'ai pu finir mes études à Eto Nyamata. Et par la suite, j'ai pu décrocher une bourse pour poursuivre mes études à l'IPRC Gishari. Je remercie la Fondation Imbuto et la première dame, Madame Jeannette Kagame, et ses différents partenaires. L'un des responsables de l'ambassade de Chine au Rwanda, Lin Hang, a déclaré que son pays est fier de soutenir le Rwanda car les différents projets financés par les partenaires sont bien gérés et exécutés et participent effectivement au développement du pays. La première dame du pays et son Excellence, le président de la République, ont une vision pour la jeunesse de ce pays. J'apprécie sincèrement les actions de la Fondation Imbuto. Je suis ravi de la nouvelle venue de Beijing qui indique vouloir poursuivre son soutien au Rwanda dans ce domaine. Je suis émerveillé par ce que j'ai vu ici et je suis heureuse aussi que 80 jeunes Rwandais ont pu obtenir une bourse pour aller poursuivre leurs études en Chine l'année prochaine. Le directeur exécutif de la Fondation Imbuto se félicite des 10 ans de coopération avec l'ambassade de Chine qui ont produit des résultats satisfaisants. Nous avons planté des semences pour l'éducation de jeunes Rwandais, il y a de cela quelques années. Maintenant, c'est le temps de récolter. Et la plupart des bénéficiaires ont reconnu les bienfaits de cette formation. Nous nous félicitons des réalisations atteintes grâce au partenariat avec la République populaire de Chine. Cela fait 10 ans que la République populaire de Chine coopère avec la Fondation Imbuto dans un programme lancé en 2002 par la première dame du pays, Madame Jeannette Kagame, programme dénommé Génération édifiée. C'est même sur ce point que nous mettons un point final à notre édition. Merci à toutes et à tous d'avoir été de nôtres. Grand remerciement à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes conduites par Janvier Mourenzi Karangwa. En mon nom propre, je vous dis grand merci et je vous invite à rester fidèles au programme de la télévision rwandaise. Quant à moi, j'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.